Je veux pas du tout faire d'études, quoi. Je sens que la position assise me pose problème. Rien me va. Physiquement, ça me va pas. Et moralement, je sens que c'est pas ce qu'il me faut. Toutes ces relations avec des conseillers, etc., qui se finalisent souvent par va en vente ou va en compta. Je me rappelle un jour où Nathalie Portman est arrivée et je savais pas qui c'était. Je te dis, c'est Nathalie. Je dis, c'est Nathalie. On fait leurs chaussures et dans ces périodes-là, il peut y avoir des changements la veille pour le lendemain. Il faut appliquer tout de suite. J'apprenais rien, j'avais pas le droit de m'asseoir, j'avais pas le droit de m'arrêter, de regarder. Mais t'arrives dans ce monde et tu te dis, j'ai une liste. Il faut que je coche toutes les... Et donc, comptez sur moi pour échouer. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Face aux stagiaires. Merci beaucoup pour vos retours du premier épisode avec Saïd El Abadi. Franchement, c'était un plaisir de le recevoir. Et aujourd'hui, pour ce second épisode, je me retrouve avec Marvin Clérima, qui a un parcours atypique et maintenant qui est cordonnier chez Chanel. Salut Marvin. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de me recevoir. Quel honneur, épisode 2. Épisode 2. Magnifique. C'est parti, on est sur cette lancée. C'est hyper pertinent de te recevoir parce que ce métier-là de cordonnier, on se dit quel type de formation il faut, etc. Et surtout que t'as commencé que il y a quelques années, mais pas depuis ta vingtaine. Pas depuis toujours. Voilà, pas depuis toujours. Ah, je suis pas un ancien, ça va, je suis pas encore un ancien. Pas depuis ma vingtaine, il a dit. On parle pas encore en dizaine, là, c'est pas bon, ça. Non. Mais super. Avant de commencer, les amis, n'hésitez pas à soutenir en vous abonnant, en likant, en partageant cette vidéo. Ça me fait énormément plaisir de faire cette série d'épisodes parce que j'ai eu beaucoup de messages de du coup c'est qui le stagiaire et tout. Je me présente, Mathias. J'ai fait énormément de stages. J'ai fait entre 9 et 10 stages dans ma vie quand même. J'ai 23 ans. Pas mal. En comptant de stage de 3e. Waouh. Voilà, ça fait beaucoup. Toi aussi, tu bats des records dans ta vingtaine. J'ai fait des 10 stages. Donc voilà, je suis un peu un expert des stages. Là, j'ai plus de travail, donc je suis l'expert des stages. Donc j'ai envie de recevoir plein de personnalités. Et ça se trouve, tu vas me donner envie d'être cordonnier. Ça se trouve qu'à la fin de cet épisode, je vais me dire, c'est bon, je suis cordonnier, c'est parti. Je viens avec toi. En effet. Mais pour moi, tu fais déjà un travail là, donc respect pour ce que tu fais. Merci Bravo. beaucoup, c'est gentil. Belle initiative. On va commencer. Marvin, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis Marvin Clérima, j'ai 32 ans. Ne regarde pas comme ça, c'est pas si grand. Et je suis coordinateur du pôle réparation dans la maison Massaro, qui est une maison de botterie qui appartient à Chanel. C'est ce qu'on appelle une maison d'art. Chanel a plusieurs maisons d'art et chaque maison représente un corps de métier. Tu vas avoir les plumassiers qui s'occupent des plumes, tu vas avoir les chapeliers qui s'occupent des chapeaux et les bottiers qui s'occupent des chaussures. Et dans cette maison-là, je m'occupe de la réparation. Hyper intéressant. Et de toute façon, on va revenir dans cette discussion. Moi, je voulais savoir quel type d'élève t'étais quand t'étais plus jeune. Est-ce que Dès la primaire? L'école? Dès la primaire? Ouais, je sais pas. Est-ce que t'as eu une petite passion pour les études ou pour l'école de manière générale? Alors, si on retrace un peu le parcours, en primaire, je me souviens pas trop de ce que j'aimais ou est-ce que j'aimais pas l'école. C'était un petit peu neutre, un petit peu au milieu. Des fois j'aime bien, des fois j'aime pas. Un peu de mal à me fondre dans la masse déjà dès la primaire, j'aimais pas le foot. Ça m'a séparé d'une grande partie de la population de l'école primaire. J'ai grandi donc dans le 93 à Pierrefitte-sur-Seine. Et mon école était à Pierrefitte-sur-Seine, au bout de ma cité. Et donc j'étais avec tous les gars de chez moi, toutes les filles de chez moi. Et n'aimant pas le football, j'étais plus avec toutes les filles de chez moi. Qu'est-ce que vous faisiez? On jouait, on discutait, mais je jouais pas au foot. Okay. Donc j'étais, je suivais un peu les mouvements, mais pas du foot. Ok. Et là, collège, on va avancer. Collège, est-ce que tu... Collège, toujours pas dans la masse. Okay. Puisque je prends la décision de... j'étais déjà passionné de musique, mon père est percussionniste. Et il est dans un groupe de musique brésilienne qui s'appelle Fabela Bateria à Sarcelles. Et donc très jeune, j'ai déjà commencé les percussions avec lui. Et donc j'ai voulu concrétiser ça au collège en entrant dans une classe CHAM, ce qu'on appelle CHAM, classe à horaire aménagé. Maintenant c'est très développé, mais à l'époque c'était la première année, la première fois que c'était un test, quoi, une saison test, une année test. Et donc je suis rentré en 6e en classe CHAM et je l'ai fait jusqu'en 3e. Et l'idée, c'était de jouer, pratiquer un instrument. Et en plus des cours à l'école, il y avait des cours de solfège.
donc l'apprentissage de la musique. Et donc ça, pareil, ça met pas football, ça met dans une autre case déjà. Hein. C'était combien? C'était 2 fois par semaine C'était 4 heures de conservatoire par semaine, si Ok. je me trompe pas, plus les heures de pratique de musique. Intéressant. Bah, t'avais le soutien de ton papa, je pense. Oui, mais j'avais plus besoin de soutien au niveau de la musique, je demandais que ça, quoi. Trop bien. Et du coup, après le collège? Après le collège, donc fin de collège, je sais pas ce que je veux faire. La seule chose que je sais, c'est que mon rêve, c'est de conduire des motos. C'est pas d'en faire, c'est pas d'en réparer, c'est pas d'en réparer, c'est d'en faire. Et Mais d'où cette passion t'es venue? Vous en faisiez aucune idée. Non, aucune pratique de la moto. Mes parents voulaient pas que j'en fasse, avaient peur pour moi. C'est quelque chose de dangereux qu'on veut pas trop pour ses enfants en règle générale. Et mais voilà, dès qu'il y a une moto qui passait près de la maison, j'étais à la fenêtre, je courais, je regardais par la fenêtre, je connaissais tout, je connais encore tous les modèles, je reconnais au son les motos, j'étais déjà fou de moto. Mais je savais pas encore ce que je voulais faire de ma vie. Et donc fin de collège, je pars vers une seconde générale, mais vraiment dans le brouillard, sans savoir ce que je veux faire. Donc j'aime pas vraiment l'école au collège. Hein. C'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement, je trouve pas ma place. T'étais bon ou J'étais moyen, 12-13. Et du coup, voilà, lycée, je sais toujours pas ce que je veux faire, mais en seconde, ça me permet d'un peu de faire un reset et de devenir un peu plus qui je veux être, naturellement. Parce qu'on change d'école, on change de personne, on change d'entourage, et du coup, je deviens un peu plus moi-même déjà au lycée. Je fais une année de lycée et là je dis ok, la seconde générale j'ai un niveau qui est correct, mais je veux pas du tout faire d'études quoi. Je sens que la position assise me pose problème. tout rien me va. Physiquement ça me va pas et moralement je sens que c'est pas ce qu'il me faut. Okay. Et c'est là où je décide de me diriger vers une école où on apprend la mécanique moto. Ça, c'était dans quel... C'était quoi? C'était un CAP ou un bac pro ou même pas une... C'était un bac pro. Bac pro mécanique, bac pro maintenance des véhicules automobiles, option motocycle. Ok. Dans le grand Institut national du cycle et du motocycle au Bourget. Donc je vais faire les portes ouvertes. Et là, on me dit, voilà, si tu veux rentrer, il faut trouver un patron. C'est donc un apprentissage. Et donc là, je pars sur 1 an et demi de néant et de non-réponse. Non. Et je trouve pas de patron quoi pendant 1 an et demi. Et tu connais la raison? Enfin, il y avait pas trop de demandes d'apprentis à ce moment-là. Il y avait pas. Non, honnêtement, j'ai pas la raison. Je crois qu'il y avait, je sais pas. J'ai fait donc je me rappelle 370 garages, tous les garages d'Île-de-France. J'envoyais des mails. Bon, ça, j'ai bien compris que ça servait à rien. Donc je me déplaçais, j'allais dans le 77, dans le 95, je suis allé jusque dans l'Oise. Vraiment, j'ai élargi au maximum le spectre. Je voulais vraiment faire ça. Et j'avais pas trop de réponses. Et là, pendant ces 1 an et demi, tu fais quoi? Eh ben, comment ça se passe? J'hésite à me consacrer à la recherche d'un patron comme si c'était un métier. C'est un mémoire, genre, il y en a qui font de la recherche en doctorat. Vraiment, la recherche de patron. Je me dis, il faut que j'arrête de l'école et il faut que je trouve ce patron. C'est parce que, en fait, aller à l'école et trouver un patron, tu peux pas. T'es à l'école les jours où tu peux aller démarcher. Et... C'est vrai, t'es commercial, quoi. T'es vraiment commercial. Et voilà, donc mes parents insistent pour que je ne me déscolarise pas. Parce que je redouble une seconde. Et donc j'y vais quand je suis pas en train d'aller aux 4 coins de l'Île-de-France. Je vais en cours, j'attends que ça passe. Et donc voilà, donc j'ai trouvé un patron pendant cette année-là, à la fin de cette année-là. Donc j'ai cherché un peu moins d'1 an et demi du coup. Et j'ai trouvé un patron, donc j'ai eu deux réponses pendant cette année, et c'était le même patron qui m'avait répondu 2 fois. C'est qu'il te voulait, quoi. C'est qu'il voulait un apprenti. Ok. Voilà. Il voulait un apprenti. Attends. Il voulait un apprenti. Il voulait un apprenti, ok, jusque-là. Et donc, voilà. Ensuite, je trouve ce patron, je signe, je rentre dans cette école, et là, je démarre pour 3 ans de bac pro dans cette entreprise dans le 95. Ok. Comment ça se passe? Ça se passe très très mal. Ça se passe très très mal. En réalité, je crois que pendant ces 3 ans d'apprentissage,
eu toutes les pires expériences que je pouvais avoir via une entreprise et via la société en règle générale. Non, c'était vraiment atroce. C'était comment? Parce que là, on parle de manière générale, mais en tout cas, tes débuts dans cette entreprise ou quoi, parce qu'au début, t'as pas ce savoir-faire-là, etc. Comment ça se passe? Est-ce qu'il est indulgent avec toi ou directement, tu te sens... parce qu'on peut rapidement se sentir mauvais ou nul parce qu'on sait pas faire, et c'est normal, parce qu'on est jeune et qu'on commence. Donc comment tu te sentais à tes débuts? Eh bien, faut pour se remettre dans l'état d'esprit de l'époque, donc ça faisait un peu plus d'un an que je cherchais. Et donc, j'avais déjà tout donné pour ce métier sans avoir commencé. Et donc, je suis arrivé là en étant complètement néophyte, j'étais là pour apprendre. Et dans l'optique de me fondre dans le métier. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, cette entreprise-là aurait pu faire de moi ce qu'elle voulait dans la mesure où je voulais me fondre dedans. Je voulais réussir. Et en passant par... Je pensais qu'à la dure, c'était la voie normale. Et alors, je fais ça. Il s'est rien passé de violent physiquement, mais moralement, c'était très difficile. Ouais. La réalité, c'est que c'était une entreprise qui cherchait un apprenti pour faire de la petite bricole rapide, et puis surtout les tâches difficiles, contraignantes, puisque les autres voulaient pas faire. T'apprenais pas grand-chose, finalement. J'apprenais rien. Ok. J'apprenais rien, j'avais pas le droit de m'asseoir, j'avais pas le droit de m'arrêter, de regarder, j'avais pas le droit de rien faire. Il fallait que je nettoie des outils. Je faisais des tâches. Je me rappelle d'un tu sais, dans une batterie d'un véhicule, tu as de l'acide sulfurique. Et les batteries, elles sont recyclées dans des bacs. Et il y avait un bac à l'extérieur rempli de batteries. Et comme il était à l'extérieur, il pleuvait à l'intérieur du bac. Et donc, l'eau est montée dans le bac et l'acide sulfurique s'est mélangé dans le bac. Et on m'a demandé au début de vider le bac des batteries. Et donc, j'ai commencé à le faire, ne sachant pas ce que c'était ni ce qu'il y avait dedans. Je pensais que c'était de l'eau. Et donc, j'ai enlevé les batteries, mais ça commençait à me brûler un petit peu les mains. Et donc, je demande au patron si je peux avoir des gants. Et donc là, je passe pour un naze, quoi, à demander des gants, parce que les gants, c'est pour les nuls. Ouais. Et je mets des gants, donc j'en trouve dans les toilettes, des gants de nettoyage. Je continue. Les gants fondent. Et donc là, j'ai arrêté, quoi. Et j'ai compris que c'était pas bon, quoi. Et ben, c'est ce genre d'expériences qui m'ont marqué. Mais est-ce que... Et qui résume assez bien comment l'apprenti était considéré. Mais ça aurait pu être n'importe quel autre apprenti, ou est-ce que c'était spécifiquement toi? Je sais pas. Il y a entre-temps, donc je suis resté 3 ans là-bas, et il y a d'autres stagiaires qui sont arrivés, des gens qui venaient faire des stages, des petits stages, et qui avaient bien souvent des traitements qui étaient différents du mien. Moi, faut savoir que je suis issu quand même d'un milieu où on se laisse pas faire. Et j'ai un petit peu une formation mentale et physique, et j'ai vraiment un naturel où personne me marche dessus. Mais là, j'étais tellement dans une dynamique de... T'étais prêt à tout pour... Il fallait que j'y arrive, il fallait que j'exécute, que j'y aille, quoi. Sans mesurer le risque et sans... À l'époque, j'étais encore jeune, sans comprendre, en fait, les risques et sans mettre de stop au moment où il fallait. Mais je m'en veux pas du tout. J'étais jeune et puis je savais pas. Et je voulais juste apprendre et bien faire. Donc je m'en veux pas. Mais je leur en veux un petit peu à eux, parce que derrière, ils ont pu faire le même traitement pour d'autres apprentis qui se relèveront peut-être pas pareil que moi. Et même ce type d'expérience, ça peut te dégoûter du métier. C'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. Parce qu'au début, tu peux être... passionné par une fonction, par un métier. Tu me disais que depuis chez toi, dès qu'il y avait une moto qui passait, t'étais là à la fenêtre. Ça a dû te dégoûter. Par rapport à cette expérience-là, s'il y a un jeune qui nous regarde et qui est en apprentissage ou en stage, quel conseil tu lui donnerais, justement? D'être déterminé, mais d'être de communiquer un maximum sur ses journées. Et parce que dans le moment, voulant bien faire, on se rend pas forcément compte. Mais c'est à ce moment-là où les autres, l'entourage, l'école, peuvent
être d'une grande aide parce qu'ils peuvent voir à ta place. Et donc communiquer, toujours communiquer, raconter ses journées. Pour les parents qui ont des stagiaires, qui ont des apprentis en entreprise, leur demander comment s'est passée la journée. Et tu sais, moi à l'époque, donc je donne ce conseil-là, mais moi à l'époque... Tu te livrais pas ou enfin c'est... C'était normal. En fait, j'ai un naturel très dur et donc même si mes parents me demandaient comment ça se passait et que voilà, on me demandait, mes parents communiquent, hein, on a toujours été là-dedans. J'aurais pas laissé passer. C'est moi qui aurais filtré l'information parce que je voulais pas d'aide, parce que je me sentais gérer la situation. C'est avec le recul maintenant que je vois et que je comprends dans quelle détermination aussi j'étais, hein, parce que pour subir tout ça, c'était du costaud, quoi. Et comment tu vis du coup cette fin d'apprentissage ? Donc je suis complètement dégoûté du métier, très jaloux jaloux c'est un grand mot, mais envieux de mes camarades de classe qui sont dans des entreprises pour qui ça se passe bien, qui apprennent énormément, qui prennent des longueurs d'avance, mais des distances énormes avec moi. Moi, je n'apprends rien en entreprise, j'apprends tout à l'école. Eux n'apprennent rien à l'école, mais tout en entreprise. Et moi, l'école, c'est très important à ce moment-là, parce que j'apprends le métier, j'apprends tout, j'apprends tout. Tout ce que je sais aujourd'hui sur la mécanique, 80%, 70%, ça vient de l'école. Et donc, cette fin d'apprentissage, je la vis très mal en entreprise. Je finis, donc j'ai un accident de moto, malheureusement, au milieu de ma 3e année. Et impossible de remettre, après cet accident-là, une fois que je me remets, impossible de remettre les pieds dans l'entreprise. Le fait de ne plus y être, la boule au ventre se créer, impossible de revenir en entreprise. C'était ou bien j'y allais en marche arrière, ou bien je faisais une bêtise. Parce qu'il y a un moment donné où j'ai pris conscience quand même, quand j'ai eu cet accident-là, de ce qui se passait là-bas et pourquoi j'avais cette boule. Du coup, voilà, ça s'est fini comme ça. J'ai préféré me préserver mon mental et mon physique en restant chez moi et en allant juste à l'école. Et voilà. T'as continué ton parcours professionnel, enfin t'as eu ton bac pro, c'est ça ? J'ai eu mon bac pro. Et figure-toi que j'ai ensuite décroché une bourse européenne. Et alors ça, c'est ce qui a ranimé la flamme de la mécanique et de la moto. J'ai décroché une bourse européenne pour aller 6 mois à l'étranger, faire un stage dans une entreprise. Voilà. Mais comment tu t'en as entendu parler C'est mon école qui me place. Ok. Qui envoie mon dossier ou qui propose mon dossier. Et on est 3 à décrocher la bourse. Moi, j'y croyais pas du tout. On m'avait demandé si ça m'intéressait. Je dis oui, bien sûr, je rêve d'aller à Londres. Je rêve d'aller à Londres, mais pour faire n'importe quoi, j'irai à Londres. C'était un rêve d'enfant. Et du coup, je dis oui, bien sûr. Et à la fin de mon bac, je reçois un mail qui dit que je suis pris, quoi. Magnifique. Pour ce truc-là. Et là, j'hallucine. Et là, donc, c'est le rebondissement de ma vie, quoi. Et donc, ça y est, tu te prépares, nouvelle vie à Londres. C'est quoi, c'est dans des logements étudiants ou carrément tu pars à la recherche d'un logement Je pars à la recherche d'un logement. Ce que je remarque, c'est que t'es un aventurier. Ouais, c'est ça. Je pars à la recherche d'un logement. Je pars à la recherche d'une entreprise. Et c'est-à-dire que t'arrives à Londres, t'as pas d'entreprise et t'as pas de logement ? La recherche se fait de France. Oui. Et je fais quelques allers-retours à Londres. Ah, ok, ouais. Pour visiter des appartements et chercher une entreprise. Incroyable. Et ça t'a pris combien de temps, ça Ça m'a pris peut-être 8 mois. J'étais accompagné par l'école, attention. Oui, hein, bien j'étais sûr. pas en autodidacte non plus là-dessus, mais ça m'a pris peut-être 8 mois. J'ai su que je partais peut-être en mai 2013 et en décembre 2013 ou janvier 2014. Non, je te dis n'importe quoi, c'est l'année d'avant. Bon, enfin bref, 6 mois après, 8 mois après, je partais, quoi. Donc là, expérience à Londres, comment tu la vis cette fois-ci ? Dans une nouvelle entreprise, là en anglais aussi. Donc tu gères la langue Alors, j'ai un frère qui m'a toujours poussé à apprendre l'anglais. Enfin, je m'en suis inspiré plutôt. Enfin, mon frère a toujours été un modèle pour moi, une inspiration dans le travail aussi.
Du coup, il m'a toujours poussé à regarder des séries, des films en anglais sous-titrés. Ensemble, quand on prenait les transports ou qu'on allait ensemble à Paris, on faisait semblant de parler anglais, on essayait de faire des conversations pour se faire passer pour des Anglais, tu vois. On avait vraiment ce truc-là surtout mon frère Steven, de la culture anglophone. Et du coup, j'ai un petit peu attrapé ce truc-là. Et j'avais quelques acquis avant de partir. Et du coup, ça m'a facilité pour le langage. Mais j'ai vraiment appris sur place. Bah ouais, avec la pratique finalement. Avec la pratique. Et du coup, arriver à Londres, c'est 2 rêves qui se concrétisent. Finalement, le fait d'habiter à Londres. Et aussi, je vis enfin ma passion pour la moto pleinement. Parce que de ces 3 ans-là, finalement, d'école et d'entreprise qui se passent mal, c'est ce que je retiens surtout. J'en tire pas grand-chose en termes d'apprentissage, à part une expérience de vie qui m'a endurci, qui m'a fait aussi. Je la renie pas du tout. Mais je suis passé à côté de la moto pendant ces 3 ans. En Angleterre, un mécanicien moto, c'est vu comme quelqu'un qui a un savoir de qualité. T'es un ingénieur un peu. T'es vu, on prend des pincettes quand on te parle, t'as un savoir-faire. Et là, on me reconnaissait, même si j'avais une position d'apprenti là-bas. Et ben en fait, j'avais des compétences avec ce que j'ai appris quand même à l'école ici, sur des marques européennes, sur des marques françaises, etc. J'avais des compétences qu'ils n'avaient pas et j'étais reconnu pour ça. Et donc, tout de suite, grosse reconnaissance, autonomie, fais tes preuves. C'est ce qu'on m'a dit, fais tes preuves, montre-nous un peu ce que tu sais faire. J'ai fait sans rien demander à personne. Et ils étaient choqués, les gars. Ils étaient choqués. Et dans ton état d'esprit, ça t'a pas fait bizarre? Enfin, je pense que ça va te faire bizarre de passer d'une entreprise où on te traite mal, on te donne des tâches hyper ingrates, au moment où t'as de la reconnaissance, on te respecte, on te donne de belles tâches, t'es autonome et tout. Enfin, il y a un petit gap, non, qui se passe dans ta tête. C'est 2 extrêmes. Ouais. C'est 2 extrêmes, dont un qui devrait être la normale. Ouais, bah oui. Ouais. Mais je le vis comme 2 extrêmes. C'est vraiment une 0 considération d'un côté et 100% de l'autre, alors que je suis toujours apprenti. C'est le même poste un petit peu. C'est le même poste. Et même pas, parce que j'étais pas apprenti en Angleterre, j'étais stagiaire. Donc, encore pire. Finalement. Encore pire. Face au stagiaire. Ouais. 10 stages. Je sais ce que c'est. Ouais, voilà. Du coup, c'était vraiment... En fait, ça m'a donné un élan de... C'est comme si d'un coup, tu recroyais en la vie, en l'humain, dans les métiers, tu vois, c'est vraiment un boost d'un coup. Et là, je donne tout. Mais je donne tout... des gens, des collègues, ça devient un peu une famille, ce qui se passe à Londres. C'est-à-dire, je me crée un environnement confortable, où je suis bien à l'aise, où on me respecte, et où je suis dans l'épanouissement à 100%. Donc là, tu fais ce stage, tu kiffes, à Londres en plus, franchement une très très belle ville. À la fin de ce stage, est-ce que tu restes là-bas, ou est-ce que tu te dis, je rentre en France? À la fin du stage, je rentre en France, et mon patron me rappelle, le patron de Londres, pour me demander si je peux revenir de temps en temps pour bosser. Donc le gars, il a le plus grand Yamaha, la plus grande concession de Londres. Il a des artisans, des mécaniciens qui travaillent pour lui. Il a tout ce qu'il veut. C'était pas une petite entreprise, quoi. Non, c'est un énorme garage. Ok. Un énorme garage. Une concession et vraiment un endroit, c'est un petit peu... Ouais, c'est une très grosse marque. Du coup, il y a un gros cahier des charges, c'est vraiment très respecté dans le milieu, etc. Et donc, c'est moi qui rappelle. Il a tout ce qu'il veut, mais il rappelle un Frenchie qui est rentré à Paris parce qu'il bossait bien et qu'il était cool et qu'on peut lui faire confiance. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc là, je fais des allers-retours 2013-2014. Et t'as pas envie de t'installer à Londres? Tu te dis pas... Non. Non. Non, j'avais vécu le rêve, j'ai vu ce que j'avais à voir, j'ai créé l'environnement, je m'y sens bien, mais ma vie, elle reste... En France. Reste en France. Ok. Donc à Pierrefitte, dans mon 93. Voilà. ça doit faire bizarre, non, de passer de Pierrefitte à Londres. Franchement, même pas. Même pas? Non.
Pierrefitte, cette ville a créé des caméléons de haute voltige. Ouais, franchement, on est des caméléons. J'en connais beaucoup à Pierrefitte, des gars qui se fondent, qui ont appris ou qui savent du coup être dans différents milieux, à différents endroits, et qui arrivent à s'épanouir. Et du coup, je fais ces allers-retours. Je suis dans le sud de Londres, près de Brixton, donc je suis pas non plus dépaysé, hein. Enfin, je le suis, mais il y a grosse communauté jamaïcaine, grosse communauté des Caraïbes anglophones, les Indiens, et je suis à la maison là-bas, je suis à la maison ici, je suis bien partout. Et t'es de quelle origine ? De Martinique. Ok. Martiniquais. Et donc tu fais ces allers-retours, ça se passe bien, et en parallèle, tu fais déjà combien d'allers-retours ? Tu faisais souvent des allers-retours ? On va dire, j'en ai fait peut-être 4 ou 5, mais je restais 1 mois. Ah, ok. Ok. Là, t'as quel âge à peu près ? J'ai la vingtaine. Ça prend combien de temps ? Enfin, ça dure combien de temps ? Entre 1 an et demi, 2 ans, dans ces eaux-là. Ok. Et après ? Donc pendant ce temps-là, donc moi j'ai toujours donc ça me crée une économie quand même. Donc je gagne des sous. Je suis pas déclaré en Angleterre. Je le dis franchement, non mais c'est important, parce que j'aurais pas pu travailler autrement là-bas. Dans les mêmes conditions. En fait, j'ai un moment très précieux. Dans les mêmes conditions. Et donc, voilà. Donc, en France aussi, je suis dans la débrouille. Je suis toujours dans la débrouille. Je cherche comment faire un peu de sous. En même temps, je cherche comment me dessiner quelque chose aussi en France. J'y réfléchis. Tu veux toujours être mécanicien moto ? Non. Ou tu te dis, ah, mais ok. Non. Mais par contre, j'aime toujours faire de la moto. Donc j'achète des motos, je retape un peu des motos, je revends des motos. Et ta première moto, tu l'as eue Je l'ai eue à 17 ans. Pendant ton bac pro, du coup ? Ouais. Ok. À 17 ans. Et j'ai attendu d'avoir 18 ans pour la conduire, évidemment. Évidemment. Et, mais c'était ma priorité. Ma priorité dans ma vie, c'était permis voiture, permis moto. Après, je suis tranquille. Génial. Ça peut s'arrêter là et c'est quoi. Et du coup, voilà, je bricolais des motos dans mon garage. Et pour la petite anecdote, 2013-2014, je suis aussi avec un ami d'enfance de Pierrefitte qui est DJ dans le milieu électronique, voilà, la techno, etc. Et il me dit, tu veux pas être MC? Et moi, je dis, en général, quand j'ai un petit truc où je me dis ça peut être cool, je dis toujours oui. Je réfléchis pas, ouais, carrément, je veux être MC, ouais. Et donc, il me prend, donc on passe des soirées, des nuits entières dans son garage à faire, il mixe, et puis moi, je prends le micro, puis je toast, comme on dit, voilà, c'est dans le délire drum and bass, c'est anglais, quoi, tu vois, les MC. Et jusqu'à ce qu'il me propose des dates. Et donc là, à partir de ce moment-là, on se dit ok, bah en fait il est l'heure d'aller en boîte et on va voir si ce qu'on a fait c'est du bon, quoi. Ok. Donc on a préparé des sets et puis on a fait quelques boîtes où on passe à 3-4 heures du matin et c'est notre tour, je monte sur scène, il monte sur scène, il mixe, je prends le micro en survêt et je débite, quoi, pendant 1 heure et j'anime la foule et voilà, quoi. Je t'ai découvert une autre passion. Ouais. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas le style de personne qu'on met dans une case et tu vas te dire, je vais être mécanicien moto toute ma vie. Tu dis, bon, je vais être mécanicien moto, après j'ai envie d'être MC, après j'ai envie d'être... Ouais. Mais c'est génial. C'est génial d'avoir ce type de profil et de se dire que c'est possible, en fait. Parce qu'on a souvent ce modèle de, tu fais tes études, tu as ton diplôme, tu fais tel métier et surtout tu ne le quittes pas ou tu ne changes pas de trajectoire. Et... Tes parents, ils le voient comment, ça ? Aussi, le fait que tu changes un peu à ce moment-là. En fait, très tôt, donc dès que je commence à être apprenti, et depuis toujours, j'ai toujours eu un besoin d'indépendance, pas crise d'adolescence, etc. C'est 16 ans, je veux payer mon loyer, je veux participer aux frais de la maison, je veux mon indépendance, je veux pas dépendre. Et ça, mes parents, ils ont su le capter, je pense. On s'en est pas parlé explicitement, mais malgré le fait que j'allais dans des directions qui étaient pas conventionnelles,
si tu veux, j'ai pas eu la pression des études. J'ai eu la pression d'avoir un diplôme. Il voulait pas la pression. Il voulait que j'aie un diplôme. Voilà. Mais j'ai pas eu de pression de tu iras dans ce chemin-là. J'ai pas eu de chemin déjà préfait pour moi. Et ça m'a permis à moi de le chercher. Et il y a eu cette relation de confiance où ils m'ont laissé creuser mon chemin. Ça, c'est pas courant. Parce que j'ai pas trop vu ça autour de moi, mais mon frère qui, lui, par exemple, a fait des grandes études, il a aussi creusé son chemin. Il a pas eu la pression, on lui a pas imposé de faire des grandes études, il a creusé son chemin, il a cherché, il est allé chercher. Moi, j'ai fait la même chose. Sauf que moi, je creusais plusieurs chemins en même temps. Incroyable. Voilà. Donc MC, ça dure combien de temps cette... On fait 3-4 dates, je pense. 5. Et t'es allé sur plusieurs mois ou... Ouais, c'est sur une année. C'est-à-dire c'est un truc vraiment... lui, il fait des sets de temps en temps et des fois, il dit bah, j'aimerais bien que tu viennes, tu aimerais bien MC, quoi. Et puis, on prépare un truc ensemble et j'y vais, quoi. T'as une anecdote un peu marquante de cette expérience? Une anecdote un peu marquante? Ouais, j'en ai une. Ça a fermé maintenant, mais on était conviés au bateau phare. Tu sais, quand t'es DJ et que t'as un MC, il faut qu'il y ait des gens dans la foule. Parce que sinon, le MC, il sert à rien. Et là, on était booké beaucoup trop tôt. Il n'y avait pas grand monde. Et donc, j'essayais d'animer une salle quasiment vide. Et donc, j'ai pas réussi à l'animer. Et je débitais sur des trucs vraiment hardcore. Il y avait personne. Et donc, c'était particulier. Ouais, j'avoue. Ambiance particulière. Et pas cette énergie de... Pas d'énergie. Pas d'énergie. J'étais content de l'avoir fait, mais pas d'énergie. Zéro. Ah, voilà. Purée. Et du coup, après cette expérience... J'ai une opportunité pour être personal shopper. En fait, on me dit... Il y a quelqu'un qui me dit, dans cette zone-là, il y a un concept store sur les Champs-Élysées qui cherche un vendeur personal shopper. C'est-à-dire, en gros, tu as un contrat avec le concept store, mais ton rôle, c'est vraiment d'habiller les gens quasiment. C'est de leur proposer des pièces de les profiler, tu vois. Et donc... Tu connaissais ce métier avant, pas du tout. Mais absolument pas. Zéro. Pas du tout. Et ça, enfin, vraiment, ça consiste en quoi? Genre, il y a un client qui vient et tu le... Avec tous les vêtements que tu as, tu dis, bon, toi, ce qui tirait pour tel événement, ce serait ça, tac, tac. En fait, tu fais c'était dans une sorte de sous-sol, donc il y a un client qui descend les escaliers, tu le profiles en quelques secondes, tu captes son style, un petit peu sa personnalité, comme tu peux, avec ce qu'il s'habille, ses lacets, est-ce qu'ils sont serrés, pas serrés, c'est des chaussures, c'est des baskets, jean large, pantalon droit. Tu cernes un peu le personnage, et ensuite, donc on était plusieurs, soit c'est un nouveau client, et il choisit un petit peu son personal shopper, ou soit c'est quelqu'un qui te choisit parce qu'il connaît déjà ton goût, qui est déjà venu une fois ou deux, et qui t'a repéré, et qui t'a bien aimé, et du coup il vient directement vers toi, et il te fait confiance. Et ça s'est bien passé dès le début, Ah, ça s'est bien passé dès le début. Ouais. J'ai commencé, je crois qu'au bout de 2 ou 3 mois, j'ai fait meilleur vendeur. J'avais la vision, quoi. Mais j'ai toujours aimé la mode, j'ai toujours eu le goût pour voilà, les matières, les matériaux, les textiles, et puis l'assemblage d'habits, quoi. J'ai toujours eu le goût pour ça. Et donc voilà, donc j'avais plein de clients prestigieux, plus ou moins prestigieux. Ça n'a jamais tellement pu le mettre en pratique. Enfin, l'assemblage de vêtements, donc, sur etc. Moi ah ouais, ok. Sur moi. J'ai jamais eu de limite, je me suis jamais formaté au style conventionnel. J'allais en primaire avec un dourag avant les années 2000, tu vois. Donc j'ai jamais été très standardisé. Est-ce que tu as une anecdote particulière par rapport à j'avais des clients. Par exemple, je me rappelle un jour où Nathalie Portman est arrivée et je savais pas qui c'était. Ok, donc normal, quoi. Je savais pas qui c'était. Je t'ai dit c'est Nathalie. Je dis c'est Nathalie. Et donc j'ai commencé à aller vers elle et à lui proposer des pièces comme une cliente, quoi. Voilà, ouais. J'ai profilé, j'ai fait mon truc. Et ensuite il y a une collègue de l'époque qui prend le relais. Parce qu'il y avait peut-être un autre client à moi qui arrivait, ou alors elle a voulu récupérer Nathalie Portman aussi, c'est possible. Et je vois que tout le monde me regarde et tout. Et il me dit, mais tu vois ou... Et donc je dis quoi? Et je dis qui? Il me dit, mais elle, c'est Nathalie Portman, mec.
Et c'est là où j'ai capté. Et j'ai fait le truc avec Star Wars et tout, mais j'ai pas trop de je suis pas très film et tout, donc j'avais pas la ref. Mais voilà, anecdote fun. Ok. Et ça, dans ce métier-là de personal shopper, tu restes combien de temps? Je fais ça à peu près 1 an. Ça te lasse après? Je crois qu'il y a eu... Non, il y a eu un problème. La société a fermé, plus ou moins. Okay. Donc, voilà. Je suis parti à ce moment-là. Mais j'avais un rêve que j'avais pas encore réalisé. C'était lequel? Je rêvais d'être facteur. C'est incroyable. Facteur, mais ça me faisait rêver. Facteur à vélo. Alors encore mieux, parce que là, j'ai eu le luxe d'être en Kangoo. Et je livrais le courrier en Kangoo. Incroyable. Magnifique. Je trouve ça magnifique de se dire, et tu l'as bien dit, tu sors un peu des codes, t'es pas conventionnel et tout. Il y a un mec qui va te dire, ouais, mon rêve, c'est d'être facteur, mais tout le monde va te rironner. Alors que c'est tellement stylé, en vrai. Genre vraiment, il y a tellement de métiers comme ça où tu te dis, mais en fait, si tu pouvais gagner, mais je ne sais combien, mais... Et en fait, effectivement, quand je pars de cette entreprise-là, en étant personal shopper, j'avais des clients, j'avais plein de footballeurs, j'avais Dugarry, tout ça, c'était mes clients. Et donc, je pars de là et je dis à tout le monde que je vais postuler à la Poste. Et je passe vraiment pour un taré, quoi. On est sur les Champs-Élysées, je suis looké à fond, tu vois. Et donc, personne ne comprend trop. Et je vais passer, je vais avec le Pôle emploi, il y avait des séances de découverte du métier pour être facteur. Et donc, j'y vais. Et je suis recruté. Et donc, t'étais un peu détaché, enfin, je l'ai encore aujourd'hui, t'es détaché un peu de ce milieu, on va dire, bling-bling, de tout ça et tout. Enfin, toi, 100% détaché. Toi, tu peux demain retourner en tant que facteur ou te dire, bah, j'ai envie d'être pâtissier. Et après, j'ai envie d'être... Sans problème. C'est génial. Sans problème. Donc, je vois que des humains, en fait. Je vois que des humains et des métiers, je vois que des métiers. Tu passes une formation à la Poste ou directement c'est... Même pas. Okay. On me présente le métier, je dis que je veux bien essayer et on me prend. Et donc, je rentre dans une équipe qui s'appelle la Log et j'apprends le métier, quoi. J'arrive là-bas à 5h du matin, puis j'apprends les tournées, je suis quelqu'un. Des grands... J'étais à Deuil-la-Barre, dans le Val d'Oise un petit peu. Donc là, t'étais en Kangoo. J'étais en Kangoo. Et donc, y a des bâtiments de 9 étages avec des dizaines et des dizaines de boîtes aux lettres à apprendre par cœur, avec des noms qui se ressemblent énormément, faut pas se tromper et tout. Et donc, je prends ça comme un jeu. Et du coup, voilà, on me montre le métier pendant peut-être 2-3 semaines. Et puis, je me retrouve en autonomie facteur, je suis facteur. T'étais en stage, quoi, en 2-3 semaines? Ouais, on peut dire ça. Ouais. On peut dire ça. Trop bien. Et donc... T'es autonome. Je suis autonome. Il y a un camp de gens du voyage à Groslay, dans une ville qui s'appelle Groslay. Et donc, je vais livrer le courrier chez les gens du voyage et je fais connaissance avec tout le monde. Et c'est génial. Et je me fais des... Voilà, comme quand je suis allé à Londres, je me fais un petit entourage dans des nouvelles villes, dans des nouveaux endroits, avec des nouveaux collègues. Et je vis ma meilleure vie, franchement. Et tu restes facteur pendant combien de temps? Je reste facteur pendant 2 mois. Pas énorme. Ok. Mais parce que j'avais un rêve quand j'étais gosse. C'était d'aller vivre en Bretagne. La Bretagne, c'était un rêve, mais chaud dans mon cœur. Un truc vraiment, il fallait que je fasse ça, quoi. En fait, c'est comme des... En fait, ta vie, c'est comme des quêtes, des missions. Mec, j'ai des quêtes annexes. C'est que des quêtes principales. Il n'y a pas de quêtes annexes, c'est que des quêtes principales. Non, de toute façon, c'est que des quêtes principales. Mais t'arrives dans ce monde et tu te dis, j'ai une liste. Et il faut que je coche toutes les... Incroyable. Donc, et donc voilà. en Bretagne, où en Bretagne? À Pont-l'Abbé. Donc, après Quimper, Finistère Sud. C'est l'endroit où ma mère nous emmenait chaque été faire du camping. Voilà pourquoi je voulais y retourner y vivre. En fait, c'est vraiment... c'est une baie qui s'appelle la baie d'Audierne. Et tout me plaît à cet endroit-là. Et j'ai juste envie de voir si c'est que pour les vacances que ça me plaît ou si c'est vraiment aussi bien toute l'année, quoi. Et ça, depuis que je suis petit, ça me tournait dans la tête. Et donc, je contacte... j'essaie de me créer un réseau là-bas à distance, je cherche un taf à distance, etc. Et j'arrive à trouver un logement, une proche d'une proche, et un service civique. C'est ce qui me met le pied à l'étrier là-bas. Un service civique dans une ressourcerie. Ça s'appelle Cap Solidarité. Attends, mais t'avais quel âge? Là, on est en 2018.
Je suis né en 93, je laisse faire le calcul. Toi qui es bon en maths. Vraiment, là, on fait le calcul. Et je sais pas, peut-être 24, 25 ans, c'est là. Donc, service civique. Voilà. Et donc, tout se décide en un mois, finalement. Je peux partir en Bretagne. Et donc, je charge ma voiture. Et puis, vite, Bretagne. C'est parti. Et là, tu fais combien de temps? Enfin, tu réalises toute ta mission Voilà, je fais 6 mois en service civique. Okay. Je suis recruté. Et là, j'apprends vraiment à cet endroit-là les objets, j'apprends la vaisselle, j'apprends l'Antiquité finalement, parce que c'est là où on vient ramener tous les objets des vieilles maisons un petit peu. Donc antiquaire quoi. Enfin... Dans l'idée, c'est antiquaire, ouais, dans l'idée. Mais en fait, c'est une dimension solidaire. Ça n'a rien de... C'est pas à but lucratif. Oui, voilà. Mais j'apprends quand même des notions vraiment sur les objets, sur la réparation. Parce que moi, je m'occupe de tout le pôle électrique. Donc, je vais réparer tout ce qui est électrique, du radio réveil, à la plaque induction, à tout ce qui est électrique. 6 mois, ensuite je me fais recruter et je reste là-bas presque 1 an, employé dans cette ressourcerie. Donc vraiment, le rêve à fond quoi. À fond. On va manger le midi à la plage, je vais faire du surf. C'est bien aussi d'être dans ce style de cadre où tu prends plus le temps. Tu vois, t'as la mer, tu peux aller te balader et tout par rapport à Paris où c'est tout compliqué. Mais là, ouais, ça te fait du bien, je pense. Ça me fait beaucoup de bien, l'air marin. On va aux champignons, on va ramasser les palourdes. Il y a les copains qui vont pêcher, qui nous ramènent du poisson. C'est incroyable. Et suite à cette expérience, tu te dis, je retourne à Paris ? Suite à cette expérience, donc là, je pars de là avec un background en antiquité, vraiment une connaissance de l'objet qui est costaud. Okay. Je faisais en parallèle de la musique. J'ai jamais arrêté la musique. Et à ce moment-là, j'étais auteur-compositeur. Quand je suis arrivé en Bretagne, c'est un moment où j'écrivais des textes, où je créais mes propres prods et où j'enregistrais chez moi. Je faisais tout moi-même. Je tournais mes clips tout seul. Et du coup, je rentre parce que je cherche un petit peu l'opportunité dans la musique. Et j'en ai une. Et elle est à Paris. Donc je rentre à Paris. C'était quoi comme opportunité ? C'était une sorte de deal, un pré-deal avec des gens du milieu de maison. Et voilà. Donc au final, ça s'est pas fait. J'ai fait page blanche lorsqu'il a fallu rentrer dans un cahier des charges, impossible de créer. Et c'est là que l'opportunité dans la chaussure s'est débloquée. Alors tu vas me raconter cette expérience-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, ce qui s'est passé, c'est que, à mon habitude, toujours ouvert aux opportunités. Je vois ça. Et à ce moment-là, j'ai un ami de l'époque qui travaille dans le secteur de la chaussure, de la botterie précisément, et qui m'informe qu'il y a un poste ouvert dans une maison d'art depuis plus de 8 mois ou depuis quelques mois et qu'ils n'arrivent pas à trouver la personne qui va réussir à accompagner le bichonneur. Le bichonneur, c'est le pôle du bichonnage dans la botterie, c'est la finition de la chaussure, c'est la dernière étape, est cruciale. Et toute la responsabilité de tout ce qui a été fait avant sur les étapes, elle est entre les mains du bichonneur. Et donc c'est une grosse responsabilité, mais ça demande pas des compétences très 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 complexes. Okay, tu peux exécuter le métier, tu peux reproduire le métier simplement, et puis tu rempliras la tâche. Je postule officiellement, et le directeur général m'appelle pour me faire passer des entretiens, etc. Et je passe les entretiens, et on me donne la chance d'essayer. Et donc j'essaye pour un renfort au bichonnage suite à un surcroît d'activité. Et j'accompagne donc la personne qui est devenue mon mentor après, qui s'appelle Demba, et que je soutiens pendant 3 mois à la base, puis 6 mois. Et puis au bout de 6 mois, finalement, il me lâche. Je suis autonome au bout de 6 mois. Et encore une fois, ça demande pas des compétences incroyables, mais ça demande une habilité et une pratique, voilà, une rigueur très très complexe. C'est pas non plus à la portée de tout le monde. Et voilà, donc 6 mois, je suis en autonomie. Je suis plus là que pour un renfort, mais je prends un poste finalement. T'as galéré au début ou t'arrivais à prendre la main rapidement J'ai pris la main rapidement. Faut savoir que j'ai appris à être, en étant apprenti dans ces conditions, un bon apprenti, puisque malgré tout, j'ai su observer, j'ai su reproduire ce que j'ai vu, ce que j'ai pu entrevoir pendant mon premier apprentissage, mais ce que j'ai vu après en stage en Angleterre.
Et tout ça, ça m'a permis de comprendre que j'avais aussi une petite facilité à reproduire presque exactement, très rapidement ce que je vois. Et dans le bichonnage, j'ai pu mettre en pratique ce truc-là. Et c'est pour ça que j'ai pu être en autonomie aussi vite. Et au bout de 8 mois, mon directeur général m'a proposé de prendre la tête du pôle réparation de la maison, qui n'existait pas. Il a senti en moi que j'avais probablement les épaules pour pour prendre ce poste-là. Et ce que j'ai fait. Sans école, sans formation, à part sur le tas. Et t'as combien de personnes que tu dois gérer? Alors, aujourd'hui, je suis seul. Ok. Et depuis toujours, je suis seul. Je gère entièrement le pôle réparation. Et le principal de mon métier, c'est de réparer les chaussures qui sont vendues en prêt-à-porter, donc qui sont pas sur mesure, mais qui sont vendues en boutique Chanel. Et je gère toute l'Europe. Wow. Et là, ça fait combien de temps? C'est ma 6e année, là. Est-ce que tu as des petites anecdotes à nous raconter par rapport à tout ça? Tu sais, des anecdotes, j'ai que ça. Finalement, maintenant, tout ce que je fais, j'ai l'impression que c'est... Enfin, j'ai pas l'impression, c'est exceptionnel. Je travaille que sur des produits d'exception, conçus par des artisans pas surqualifiés, mais avec une qualification vraiment sortie de la lune, quoi. C'est vraiment des artistes, quoi, les gens qui font les chaussures. Je te parle là du soulier sur mesure de la maison Massaro, pas du prêt-à-porter Chanel, qui sont des belles chaussures, hein, très belles chaussures, attention. Mais je sépare le prêt-à-porter du sur-mesure. Et là, je te parle du sur-mesure. Et avoir l'opportunité de travailler sur des chaussures, des souliers qui ont été... qui sont passés dans tant de mains si qualifiées, à chaque fois que je reçois une paire, je reçois un petit peu chaque personne qui a travaillé dessus, et je suis honoré, en fait, encore aujourd'hui, tous les jours, d'avoir entre les mains des si belles conceptions, conçues pour durer. Et tu vois, c'est complètement autre chose que des chaussures qui sont fabriquées en usine. T'as l'empreinte digitale de chaque personne qui a bossé dessus. Incroyable. C'est pas une anecdote, mais c'est un fait. Ouais, bien sûr. Et est-ce que c'est la première expérience, on va dire, où tu t'es dit, bah c'est bon, je suis à ma place? Là, aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où je suis vraiment bien. Je suis vraiment bien. Bien à l'aise. J'ai toujours été très à l'aise partout où j'ai été, et là, je le suis encore. Et donc, je ne cherche pas, là, aujourd'hui, à être apiculteur mais pourquoi pas, ou ostréiculteur, ou viticulteur, mais là, je suis vraiment bien, à l'aise. J'ai qu'une idée et j'ai qu'une envie, c'est de développer ce que je fais, mes compétences, et je bosse tous les jours pour ça. C'est devenu vraiment une passion, enfin, je pense, parce que si tu travailles autant, c'est... Voilà. Mais en règle générale, c'est quoi tes horaires? Est-ce que c'est toi qui te les fixes ou... Ça dépend un petit peu du flux, disons. Tu sais, on fait les chaussures pour les défilés Chanel. D'ailleurs, j'étais au défilé Chanel avant-hier. On fait leurs chaussures, et dans ces périodes-là, il peut y avoir des changements la veille pour le lendemain. Et donc là, il faut appliquer tout de suite. S'il faut pas dormir, on va pas dormir. Et ça, c'est globalement dans tous les métiers d'art, et pour tous ceux qui bossent sur les collections et les défilés dans la mode. Il y a toujours des retouches, et il faut les faire, peu importe l'heure qu'il est. Il y a quand même un cadre légal, hein, je choisis pas mes horaires comme ça, mais j'ai quand même une flexibilité, c'est-à-dire que, étant seul là où je travaille, à mon pôle, j'adapte mon rythme de travail au flux. Et pour qu'on ait un ordre d'idée, c'est quoi Bon, je pense que ça doit changer chaque jour doit être différent, mais à peu près, c'est quoi ta journée type? Ma journée type, je vais arriver au travail, dire bonjour à tout le monde, demander si tout le monde va bien, et ensuite je vais prendre place, mettre mon tablier, regarder combien de paires j'ai aujourd'hui, analyser, diagnostiquer, effectuer les réparations. Donc il y a des chaussures plus endommagées, c'est ça, que d'autres? Ouais, c'est vraiment très large comme spectre. Ça peut être des petites retouches minuscules comme du costaud. Et pour ce défilé-là, tu t'es préparé combien de temps en avance? Environ 1 mois, mais il faut savoir que les derniers jours, tout s'accélère. Et ce que j'ai pas dit, c'est que dans mon métier, donc là je suis dans la réparation, j'ai aussi développé un autre métier qui s'appelle coloriste. Et ça, c'est donc spécialiste de la retouche du cuir. Ça, c'est quelque chose de quand même peu commun. Coloriste, c'est le métier où tu apprends à restructurer le cuir sans le changer. C'est-à-dire,
Par exemple, tu marches avec ta chaussure, tu te prends un escalier, ça l'esquinte à un endroit, et l'idée, ça va être de masquer, de restructurer le cuir et faire en sorte que ce soit invisible. Ça fait partie du métier de coloriste. Est-ce que tu t'es déjà senti en décalage entre ce milieu du luxe et tous les autres métiers que tu as eu avant? Ou bien t'es un caméléon et t'as pas eu de problème avec ça? Au même titre que de passer des Champs-Élysées à facteur dans un camp des gens du voyage, aujourd'hui, travailler dans le luxe, dans l'ultra-luxe, je suis toujours avec des métiers et des humains, et je ne fais aucune différence. Donc je suis toujours à mon aise. Après ce parcours hyper inspirant, si tu devais définir la réussite? Pour moi, la réussite, c'est un chemin, et ça commence, et ça peut aussi se finir par la quête de l'épanouissement. Pour moi, la recherche de l'épanouissement, c'est vraiment le noyau de ma vie. C'est ce que j'ai toujours cherché, être épanoui. Ça peut comprendre plusieurs choses, ça peut comprendre être en bonne santé, être proche de sa famille, être à l'aise au travail. Mais c'est une enveloppe que je cherche toujours et que j'ai trouvé il y a un moment déjà. On va passer à la dernière partie. Je sais pas si tu as vu le format long, mais en tout cas, je vais te l'apprendre aujourd'hui. Maintenant, on va inverser les rôles. Parce que la vie de stagiaire, elle est derrière toi depuis maintenant quelques années. Et tu vas retourner stagiaire parce qu'on va faire un petit entretien d'embauche. Ok. Je peux boire? Allez-y, buvez, vous pouvez boire. Non, vous inquiétez pas, je serai pas votre patron. Langage corporel, ça en dit trop sur moi, je préfère pas. J'ai pas confiance. Ça va, un verre d'eau, s'il vous plaît? Non, tu peux boire, bien sûr. Marvin, okay. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Marvin Clérima, j'ai 32 ans. Et le fil d'Ariane dans tout mon parcours, c'est la réparation. D'enfant jusqu'à aujourd'hui, j'ai passé ma vie à vouloir remettre des objets qui ne fonctionnaient plus sur la route, plus proches de leur état d'origine. Et je crois que c'est pour ça que vous devez me prendre. Et passer du métier de facteur à celui d'antiquaire, on va dire, entre guillemets, et à travers tous ces métiers, vous n'avez pas de formation spécifique en tant que cordonnier. Pourquoi je devrais vous prendre? Ça met en lumière une certaine versatilité, une certaine polyvalence, et je pense que dans ce genre de métier qui sont les métiers de l'artisanat, rien ne vaut une belle journée d'essai que je vous offrirai avec grand plaisir pour vous montrer quel bois je me chauffe. Et à travers vos débuts, ce qui est normal, hein, parce que vous allez débuter dans ce métier, vous allez échouer. Comment percevez-vous la notion d'échec? Pour moi, l'échec, c'est la clé de la réussite. Je considère l'échec comme le chemin naturel vers la réussite. Et donc, comptez sur moi pour échouer. Vous êtes pris. Vous êtes le seul à me parler de cette notion d'échec de cette manière-là. Et je suis obligé de vous prendre. Est-ce que tu es fier de toi? Je dirais que je suis fier de moi. Ouais, je dirais que je suis fier de moi. T'es dur avec toi ou... Je sais où je vais. Et je ne suis pas dur à partir du moment où je vais où je veux aller. Merci beaucoup, Marvin. Et si tu avais un petit conseil à donner à un jeune qui voudrait se lancer dans la cordonnerie, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Des études ou pas forcément Je lui donnerais comme conseil d'aller rencontrer les artisans dans ces métiers à l'ancienne. Les anciens sont souvent encore là et il est important comme à l'ancienne d'aller taper aux portes. Vraiment, on a des portes, donc on peut encore aller les ouvrir. Il y a beaucoup de métiers aujourd'hui où il n'y a plus de portes et c'est beaucoup plus compliqué d'accéder aux gens. Donc je conseillerais vivement d'aller rencontrer les humains, d'aller voir les métiers, de demander si vous pouvez regarder. Pourquoi pas rester 1 heure à regarder un cordonnier, et pourquoi pas? C'est pas conventionnel, mais pourquoi pas? Moi, j'accepterais avec plaisir, et je pense qu'il y en a beaucoup qui accepteraient avec plaisir d'avoir un petit jeune qui s'intéresse au métier et à l'humain.
N'hésitez pas à lancer vos petites candidatures. Boîte mail fermée. Ah. Je rigole. Une porte. Ah, non, c'est une porte. Bon courage pour l'ouvrir. Non, franchement, super pertinent. Merci beaucoup, Marvin, franchement, d'avoir accepté l'invitation. Parce que ces métiers-là reviennent, on va dire, à la mode. Ces métiers manuels. Moi, j'ai un ami qui est avocat, qui va faire en parallèle une formation, un CAP menuiserie. Excellent. Tu vois, donc c'est hyper pertinent et moi, pourquoi pas retourner dans la plomberie, finalement. Pourquoi pas. Et tu dis que ces métiers reviennent à la mode. L'avantage de ces métiers, c'est qu'ils n'ont jamais disparu. C'est vrai. Jamais disparu. Et on y revient, peut-être qu'on en entend plus parler, mais je trouve qu'on n'entend pas assez parler. Et tu sais, si j'avais entendu parler de tous ces métiers, de l'artisanat, lorsque j'étais plus jeune, je pense que j'aurais eu beaucoup plus de choix. Le spectre aurait été beaucoup plus large pour moi. Ça aurait été plus facile à digérer. Toutes ces relations avec des conseillers, etc., qui se finalisent souvent par va en vente ou va en compta. Ou voilà. On m'a jamais dit va en cordonnerie, va en botterie. Donc voilà, je pense qu'il y a un travail à faire pour nous les artisans pour développer auprès des jeunes, dans leur tête, faire fleurir des choses sur nos métiers. J'espère que cet épisode aura un impact, en tout cas auprès des jeunes, sur ce métier-là, ce magnifique métier. Merci à vous d'avoir suivi l'épisode, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à soutenir Face aux stagiaires. À très vite.